Nous sommes le 9 novembre 2007. Il est 23 h. Johanne et sa petite amie Émilie roulent sur une départementale du Val d'Oise. Ils ne le savent pas encore, mais au détour d'un virage, leur vie va basculer. Il faisait noir, c'était aux alentours de 23 h, donc il y avait pour seul éclairage les phares de la voiture. Je devais être à peu près à, je sais pas, entre 40 et 50 grand maximum. Et je vois traverser une grosse masse de droite vers la gauche. Et j'ai senti la voiture dévier d'un coup. Je me souviens même pas du choc en lui-même, je me souviens juste que c'était très fort. Les lumières se sont éteintes. Il y avait le klaxon qui tournait en continu. Johanne et sa petite amie sont sous le choc. Leur voiture, une Seat Cordoba, s'est encastrée dans un arbre. Et en quelques secondes, un incendie s'est déclaré du côté passager. Mon premier réflexe a été de mettre ma main. Donc là, j'ai constaté que je commençais à prendre feu. Au moment où elle sort, ça va faire comme une boule de feu. Je voyais plus rien et que les flammes. Et je me suis dit, là, bon, c'est fini, ça sert plus à rien de se battre, je vais mourir. Gravement brûlée, Émilie va survivre à ce terrible drame. Mais au fil des mois, une question va la tourmenter. Que s'est-il vraiment passé ce soir de novembre sur la départementale 9 ? Est-ce réellement un accident ou bien une tentative d'assassinat diaboliquement orchestrée? C'est quelque chose d'horrible. D'être accusé d'un crime que vous n'avez pas commis, c'est la pire des choses. Pour moi, c'est volontaire, c'est plus qu'un doute, c'est une certitude en fait. L'animal a surgi peut-être ayant eu peur de la voiture et l'accident s'est déclenché à ce moment-là. J'ai pas vu d'animal. Il y a trop d'incohérences, gibier, pas gibier, je pense que le choc contre l'arbre a été volontaire. Comment je peux viser quelque chose que je ne vois pas? En plus, je ne regardais pas dans la direction de là, je regardais dans la direction de la route. Le soir du 9 novembre 2007, Johanne et Émilie ne sont pas seules sur cette route. Joachim et sa compagne Isabelle roulent eux aussi sur la départementale 9 entre Puiseux et Châtenay. Ils vont être les premiers témoins de l'accident. Ils ont souhaité garder l'anonymat. Il n'y avait personne, tout était assez sombre, jusqu'au moment où on a vu une grosse lumière sur la route et on s'est aperçu qu'il y avait une voiture qui brûlait sur le bas-côté. En fait, il y a un jeune homme qui est debout et je suppose une jeune fille au sol. Joachim s'approche d'Émilie. La jeune femme est sur le ventre, brûlée vive. Je prends mon téléphone portable et j'allume en fait ma lampe torche de mon portable. Mais je l'éteins tout de suite en fait. Parce que quand je vois l'état de la jeune fille, enfin l'arrière de son dos, de sa tête. Le soutien-gorge rentrait dans sa chair. Derrière, tout un côté était complètement brûlé. L'oreille, elle était dans un état... J'avais l'impression que c'était de la friture. C'est le terme exact. Émilie
est dans un état très critique. En revanche, Johan, lui, est miraculeusement indemne. À ce moment-là, tout laisse penser à un tragique accident de voiture. Un drame qui va peut-être coûter la vie à cette malheureuse jeune femme de 20 ans à peine, Émilie Godest. Émilie a 20 ans. Elle est étudiante en histoire et rêve d'être institutrice. C'est une jeune fille pleine de vie et de projets. Émilie, c'est la vie, quoi. C'est la joie de vivre. Elle est toujours en train d'essayer de rigoler, de voir tout le monde, de s'amuser. C'est une grande jeune fille brune aux cheveux longs. Elle est issue d'un milieu tout à fait honorable. Aînée d'une fratrie de 4 enfants, Émilie est l'unique fille. Alors forcément, avec son papa, la relation est fusionnelle. Je passais mon temps à faire tous ses caprices. Quand on est à coucher, on montait sur mon dos. Je faisais 10 fois le tour de la chambre à 4 pattes. Il fallait aller plus vite, il fallait jouer, faire un truc de fou. Seulement, ce bonheur familial va être brisé brutalement lorsque le père d'Émilie est prévenu à minuit, ce 9 novembre 2007, de l'accident dont sa fille vient d'être la victime. Lorsque Roger Godest arrive sur place, il comprend aussitôt la gravité de la situation. On l'a vu, elle nous paraissait consciente, parce qu'on a vu qu'elle parlait et tout. Mais bon, tout le monde était autour, ils nous ont interdit d'aller la voir. Le pronostic vital d'Émilie est sérieusement engagé. La partie supérieure des vêtements ont fondu. Il ne lui reste finalement que ce jean qu'elle portait au moment de l'accident. Et les pompiers vont être obligés de le découper pour lui porter les soins. De leur côté, les gendarmes de l'USARCH, en charge de l'enquête, essaient de comprendre ce qui a pu se produire. Ils vont donc entendre le conducteur, Johan, qui va leur apporter un début d'explication. Le jeune homme est encore sous le choc, mais il donne sa version de l'accident. Il déclare qu'il se rendait avec sa compagne à une soirée à Goussainville, à 6 km de là. J'ai vu un animal traverser de la droite vers la gauche et j'ai donné un coup de volant pour l'éviter tout simplement. Le jeune homme explique que sa voiture a alors quitté la route et qu'elle s'est encastrée dans un arbre sur le bas-côté. Le choc est terrible. Lorsqu'il retrouve ses esprits, il constate que Émilie a des petites flammes sur ses avant-bras et il tapote pour essayer d'éteindre ce début d'incendie. Du coup, je vais vouloir lui attraper le bras et en même temps commencer à lui tapoter et c'est à ce moment-là où elle va sortir. Quand Émilie s'extirpe de la voiture, la situation vire brutalement au cauchemar. Ça va provoquer un appel d'air et d'un seul coup, elle s'embrase. Je sors, du coup, je pense à la bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau, l'eau, ça éteint le feu. Donc, je prends la bouteille, je l'ouvre et j'arrose mon ami. Et ça fait rien. Ça fait rien du tout. Johan est paniqué. Il se précipite dans le coffre de sa voiture pour prendre son extincteur, mais le cauchemar continue. J'enlève la goupille, je commence à appuyer dessus, il n'y a rien qui se passe. Je me vois en train d'appuyer, de me dire qu'est-ce qui se passe. En désespoir de cause, Johan enlève son blouson pour tenter d'étouffer les flammes sur son ami. Je lui éteins les flammes sur le dos, je vais lui poser mon blouson au niveau du haut de sa tête, comme ça. Et selon lui, c'est cette dernière solution qui aurait stoppé les flammes.
D'ailleurs, sur place, les premières constatations semblent confirmer les déclarations du jeune homme. Ils vont découvrir à côté du corps d'Émilie un extincteur. Et la buse de l'extincteur était décalée, ce qui fait qu'il ne pouvait pas fonctionner. En ramassant l'extincteur de Johan, les enquêteurs vont faire une autre découverte. Au sol, tout proche du véhicule calciné, ils trouvent un sac d'abat. Un sac d'abat, qu'est-ce que c'est? Ce sont des viscères d'animaux destinés parfois à appâter en quelque sorte des sangliers ou des animaux sauvages qui vont manger ces sacs d'abat, ces viscères. La présence de ce sac d'abat semble attester la déclaration de Johan. La masse noire décrite par le jeune homme était probablement un sanglier. C'est en tout cas ce que supposent les enquêteurs. Il y a eu certainement un braconnier qui était dans le secteur et l'animal a surgi, peut-être ayant eu peur de la voiture. L'accident s'est déclenché à ce moment-là. L'hypothèse d'un banal accident de la route semble donc se confirmer. En attendant, Émilie est transférée au service des grands brûlés de l'hôpital de Clamart. Elle est entre la vie et la mort. Le lendemain du drame, Johan est convoqué à la gendarmerie de Luzarches, car il reste une question sans réponse. Comment l'incendie s'est-il déclenché? Et face aux enquêteurs, voici comment le jeune homme l'explique. J'ai fait des courses, j'ai acheté de la nourriture pour lui faire plaisir le lendemain midi, j'ai acheté de la fondue, j'ai acheté de l'alcool à brûler pour faire fonctionner le réchaud et j'ai acheté du white spirit pour nettoyer ma voiture. 2 bouteilles, une d'alcool à brûler et l'autre de white spirit. 2 produits dangereux et hautement inflammables étaient dans la voiture. Ce que raconte Johan ensuite est pour le moins alambiqué. C'est en tout cas l'avis des gendarmes qui l'auditionnent. Et il expliquera aussi aux enquêteurs qu'à un moment donné, il va dévisser le bouchon d'une bouteille, celle de l'alcool à brûler, et l'autre, celle de white spirit, pour apparemment vérifier quel est le contenu. Chaque fois qu'il achète un produit de ce type, white spirit, alcool à brûler, il débouche toujours pour sentir si le produit est bon. Cette manipulation, il la justifie aux enquêteurs par un réflexe professionnel. Il travaille dans l'imprimerie et lorsqu'on manipule des produits dangereux en imprimerie, on vérifie, en débouchant les bouteilles, on vérifie ce qu'elles contiennent. Et là, en fait, j'ai fait pareil à l'intérieur de la voiture. Malheureusement, j'ai senti les produits et je l'ai dit aux premiers enquêteurs de peur que ça ait joué un rôle en fait dans le déclenchement de l'incendie. Johan aurait donc débouché par réflexe les 2 bouteilles et les aurait peut-être mal rebouchées. Au moment du choc, les bouteilles ont valdingué à l'intérieur de l'habitacle, se seraient ouvertes et donc l'alcool se serait répandu au niveau du sol. Mais alors, comment expliquer que le feu se soit déclenché? Voici ce que Johan déclare. Juste après le choc contre l'arbre, il raconte avoir aperçu une étrange lueur dans les mains de son ami. Il explique qu'à l'intérieur de la voiture, je vois qu'elle a quelque chose dans la main, c'est soit un portable, soit un briquet, que ça fait une étincelle, que cette chose tombe. À partir de là, je vois que l'incendie est parti sur elle, commence à courir des flammes qui montent jusqu'à ses cheveux. Un choc, du liquide inflammable répandu dans la voiture et un briquet qui déclenche le feu. L'accident serait donc dû à un incroyable concours de circonstances. Un accident de la circulation, ça arrive. Un véhicule qui s'encasse dans un arbre, qui s'enflamme, avec quelqu'un à l'intérieur qui est brûlé, c'est pas quelque chose de... C'est classique, malheureusement classique. Seulement pour les enquêteurs, les explications de Johan ne leur semblent pas très convaincantes. Pourtant, en s'intéressant à sa vie personnelle, ils vont découvrir que c'est un jeune homme, a priori bien sous tout rapport.
Johan a tout juste 24 ans. Il est employé dans une imprimerie à Goussainville. Et sa mère le décrit comme un jeune homme bien élevé et serviable. Consciencieux, travailleur, parce qu'il a très vite intégré le travail, toujours prêt à aider les autres, toujours prévenant, calme, doux. Un petit peu le portrait du gendre idéal. Le tout bon père de famille souhaiterait que sa fille rencontre un type comme ça. Au moment du drame, Johan et Émilie sont ensemble depuis 4 ans. Ils se sont rencontrés alors qu'Émilie avait 16 ans. Elle était en classe de première. C'est une love story de la part de gens qui sont très jeunes, hein. C'est important de le signaler. Ils ont une vingtaine d'années tous les deux. Et apparemment, c'est un coup de foudre. Je me souviens, on passait des heures au téléphone et elle me parlait déjà de notre future famille, de tout ça, effectivement, et j'aimais bien, j'aimais bien. Je lui disais, moi je fais mes études, je trouve un travail, je me marie, je fais des enfants, et puis voilà. Et du coup, lui, il allait toujours dans mon sens, en disant qu'en gros, il voulait les mêmes choses que moi. C'est plutôt ça qui m'a plu. Leurs proches sont unanimes. Émilie et Johan forment un couple très amoureux. C'était toujours ensemble. Très vite, Émilie m'a demandé si elle pouvait dormir chez nous. Il paraissait bien, il n'y a pas de problème, quoi. Au début, il venait pas trop ici. Enfin, ça s'est fait petit à petit. Quelques mois avant l'accident, Johan et Émilie se fiancent et ils projettent même d'emménager ensemble. Je lui avais offert une bague et du coup, elle l'avait pris comme des fiançailles et j'étais très content. Et on était parti sur une base de quelque chose de très sérieux, effectivement. Johan semble être un jeune homme bien sous tout rapport. Mais avant de boucler leur enquête pour accident, les gendarmes souhaitent tout de même attendre le lever du jour pour procéder aux constatations sur les lieux mêmes du drame. Et là, plusieurs éléments vont brutalement tout remettre en question. Johan est allé s'encastrer dans un arbre, mais à aucun moment il n'a freiné, puisque sur la chaussée, on ne retrouve aucune trace de freinage. Pas de trace de freinage sur la route. Déjà, c'est un premier élément qui peut paraître très étonnant. Et le positionnement du véhicule aussi. Ce véhicule, on a l'impression qu'il est garé sur le bord de la route, face à l'arbre. Pas de trace de freinage, une voiture étrangement positionnée, et ce n'est pas tout. Johan dit qu'il a donné un coup de volant parce qu'il a vu du gibier. Seulement, le problème, c'est que les deux pneus avant du véhicule, eux, sont droits. Comme si on avait volontairement été sur l'arbre. Les gendarmes commencent donc sérieusement à douter. Et si Johan ne leur avait pas tout dit? Et s'il avait percuté l'arbre volontairement? L'expertise de la voiture va venir conforter leurs doutes. Quand les gendarmes inspectent le véhicule, il ne reste plus rien à l'intérieur de l'épave. Tout a brûlé, sauf le tapis de sol côté passager. Lorsqu'ils analysent le tapis de sol qui se trouve sous les pieds du conducteur, sous les pieds d'Émilie ou de Johan, ils ne retrouvent aucune trace d'alcool à brûler. Autrement dit, le feu n'est pas parti en fait du bas du véhicule. On s'aperçoit où le feu a pris naissance en quelque sorte dans les cas des expertises et on sait de façon extrêmement précise à quel endroit ça a chauffé le plus. Et on s'est aperçu que c'était au plafond. L'épicentre du sinistre, c'est-à-dire le départ en quelque sorte du feu, est à côté du conducteur, c'est-à-dire sur le siège passager avant droit, c'est-à-dire à la place même d'Émilie.
Contrairement aux déclarations de Johan, le feu ne serait donc pas parti du sol, mais du siège d'Émilie. Étrange. D'autant que les premières expertises médicales vont venir le confirmer. Les premières expertises médicales d'Émilie vont démontrer que ces brûlures ont été provoquées par des coulures, exactement du haut vers le bas. Et ils vont se rendre compte qu'elle a été brûlée à l'arrière du crâne, aux oreilles, dans le bas du dos, ou dans le haut du dos dans un premier temps. Si les bouteilles d'alcool étaient arrivées sur le tapis-sol et si l'incendie était parti du tapis-sol, c'est les jambes d'Émilie qui auraient été brûlées. Donc ça ne colle pas du tout avec la déclaration de Johan. Johan aurait-il donc menti? Ou a-t-il quelque chose à cacher? Pour les enquêteurs, il y a peut-être un moyen de le savoir. Les gendarmes, à ce moment-là, comme ils n'arrivent pas à saisir le pourquoi du comment de cet incendie extrêmement spectaculaire, ils vont demander aux parents de la victime de rapporter les vêtements que portait la jeune étudiante le soir de l'accident. Et cela va payer. Lorsqu'ils ouvrent le sac, ils ont un mouvement de recul. Le jean d'Émilie empeste l'alcool à brûler. Il était carrément mouillé. On a ouvert le sac, on a regardé, mais il était carrément imbibé. C'est pas possible, ça sent l'alcool un peu. En fait, ils se rendent compte que ça n'est pas le véhicule qui a brûlé, mais c'est Émilie comme une torche vivante qui a embrasé l'intégralité de l'habitacle du véhicule. Alors, les gendarmes se demandent pourquoi seule Émilie a reçu de l'alcool à brûler et surtout comment Johan a pu s'en sortir indemne. Johan aurait-il simulé un accident pour se débarrasser de son ami? C'est la thèse que soutiennent les enquêteurs. Et pour eux, il est urgent d'entendre la jeune victime pour connaître sa version des faits. Après 5 semaines de coma artificiel, Émilie se réveille douloureusement à l'hôpital. Je suis bandée de partout, je ne peux plus bouger, j'avais les mains bandées en moufle. Je pouvais pas lever le bras plus que ça. Enfin, je ne pouvais plus bouger. Ma jambe gauche, j'ai un nerf qui a été touché, elle ne répondait plus. C'était catastrophique. Elle était bandée, de la tête aux pieds, comme une momie, sans bouger, avec les bras comme ça. Il y avait juste le petit bout du nez qui était tout noir, qui dépassait. Malgré son état, les gendarmes insistent pour entendre la jeune femme. Et lors de cette première audition, Émilie va dire plutôt du bien de son compagnon, Johan. Elle dit que c'est un homme gentil, elle emploiera même le terme attentionné, c'est-à-dire que elle confirme effectivement que tous les deux vivent une histoire d'amour totalement parfaite. Et concernant le soir de l'accident, Émilie raconte un scénario identique à celui de son petit ami. Je leur dis que j'ai vu une ombre, sans préciser plus ce que j'ai vu. La jeune fille aurait donc bien vu un animal se mettre en travers de la route. Seulement, elle a beaucoup de mal à rassembler ses esprits. À peine sortie de son coma, sa mémoire semble quelque peu lui faire défaut. Les gendarmes vont arrêter d'ailleurs l'audition parce qu'ils vont constater qu'effectivement elle n'est pas audible en quelque sorte. Elle est dans un état de grande faiblesse. Au fil des semaines, la jeune femme va peu à peu retrouver la mémoire. Et elle va commencer, elle aussi, à avoir des doutes au sujet de l'accident. Pendant les premières semaines, donc quand j'étais encore intubée, je ne pouvais pas parler.
Lui, il venait tous les jours, et tous les jours, il me répétait sa version. Donc plusieurs fois par visite, j'avais le droit à l'animal qui traverse, au fait que j'allais être interrogée par la gendarmerie, qu'il fallait absolument que je dise la même chose que lui, parce que si il y avait le moindre détail qui ne collait pas avec ce que lui avait dit, il ne serait pas remboursé pour sa voiture par les assurances. Le problème en réalité, c'est qu'entre ses souvenirs et ce que déclare Johan, ça ne correspond pas. J'ai pas vu d'animal. C'est l'arbre que j'ai vu et j'ai pas vu d'animal traverser. Bon, il faisait nuit, mais il y avait quand même des phares et un animal qui traverse, on le voit dans les phares. À son tour, Émilie se demande si son compagnon n'a pas provoqué volontairement l'accident. Une fois, Percy il est arrivé et je lui ai dit je suis bon, maintenant tu vas me dire ce qui s'est passé parce qu'il n'y a jamais eu d'animal. On m'avait déjà dit à l'hôpital de ne jamais lui parler de l'accident. Donc quand on me parlait de l'accident, je ne répondais pas aux questions, je ne voulais pas aller à l'encontre de ce qu'on m'avait dit. Elle était en période de soins, de reconstruction. Je ne voulais pas nuire à ça, vous voyez. Ça me pèse, en fait, sa présence m'est insupportable. C'est presque, enfin, c'est même carrément physique, le voir, ça, je peux plus. 6 mois après l'accident, au mois de juin 2008, Émilie décide de rompre avec son fiancé, qui tombe des nues. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait rompre, en fait? Est-ce que j'ai dit un mot de travers? J'ai peut-être fait quelque chose sans m'en rendre compte et j'en suis désolé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le 3 juin 2008, Émilie a retrouvé toute sa mémoire. Elle est à nouveau entendue sur son lit d'hôpital. Et cette fois, la jeune victime va livrer aux enquêteurs une version totalement opposée à la première, à commencer par sa vie de couple avec son ex-fiancé. La première fois, souvenez-vous, on était sur une histoire de fiancé sympathique, attentionné, qui avait donné un coup de volant. Et là, il n'est plus question de love story, là, c'est terminé. On est plutôt sur l'histoire d'un couple qui est en train de se terminer. Il était constamment en train de me rabaisser. Il voulait pas que je sorte, que je voie mes amis. Enfin, j'étais totalement enfermée. Et j'ai tout fait. Déjà, on voyait qu'il était jaloux, possessif. Tous ses copains, ses copines qu'elle avait, elle n'avait pas le droit de les voir. En même temps, ils vont se fiancer, ils vont faire des démarches pour trouver un appartement. Donc là, les gendarmes sont face à quelqu'un qui n'est pas cohérent. Face aux gendarmes, Émilie va craquer. Elle révèle qu'en fait, elle n'osait pas rompre car Johan la terrorisait. Et cela bien avant l'accident. Preuve en est cette scène qui se serait produite un jour alors qu'ils étaient tous les deux en voiture. Le jeune homme aurait eu un comportement plus que dangereux. Une fois, suite à une dispute, il a accéléré en me disant qu'il savait où il allait nous foutre en l'air. Il est monté à plus de 180. Et donc, du coup, j'ai eu tellement peur que j'ai joué la carte de l'apaisement en lui disant que bon, non, je m'étais énervée pour rien, que je l'aimais, que après on s'est expliqué, j'ai réussi à le calmer et il m'a ramenée chez moi. En fait, Émilie avoue que depuis bien longtemps, elle n'aimait plus Johan. L'histoire d'amour était finie, et elle était tellement finie, cette histoire d'amour, c'est que depuis quelque temps, Émilie a rencontré un autre garçon et qu'ils se voient en cachette. Au début, enfin c'était en tout bien tout honneur, on s'était rencontrés dans le train, on avait sympathisé, on prenait régulièrement le train ensemble. Et
De fil en aiguille, il y a des sentiments qui sont apparus. Émilie Godest raconte que le soir du drame, le 9 novembre 2007, elle devait précisément passer la soirée avec ce garçon qu'elle devait rejoindre dans le centre de Goussainville. On avait prévu de se retrouver tous les deux le vendredi soir, donc le soir des faits, pour être ensemble. Donc j'avais rendez-vous chez lui après le travail. Et pour ne pas que Joanne découvre cette relation, Émilie avait trouvé un prétexte. Je lui ai dit que c'était une soirée entre potes du lycée, qu'on se retrouvait entre potes et que les copains-copines n'étaient pas acceptés. Mais ce soir-là, Joanne insiste lourdement pour accompagner Émilie à sa soirée. Alors avait-il découvert le poteau rose? Émilie en est persuadée. Et voici selon elle comment les faits se seraient déroulés. Alors qu'elle remonte dans la voiture de Joanne, et que la soirée est à 2 minutes de voiture, elle découvre à ce moment-là que Joanne décide de faire un crochet pour repasser chez lui. Je vois qu'il prend le sens inverse. Et là, je lui ai dit, non, c'est dans l'autre sens, tu t'es trompé. Il fait, non, mais je vais chercher ma carte vidéo au club. Je fais, non, tu fais demi-tour. Enfin, plusieurs fois, je lui ai dit. Joanne habite à Puiseux, en France, à 6 km de l'endroit où il se trouve. Ça fait quand même un sacré détour. Je lui ai demandé plusieurs fois de faire demi-tour. À chaque intersection, je lui ai demandé de passer par un autre chemin pour rejoindre le centre-ville de Goussainville. Et à chaque fois, c'était non. Non seulement Joanne prend la mauvaise direction, mais en plus Émilie comprend qu'il s'apprête à emprunter une route qu'elle redoute particulièrement. Au début, je ne voyais pas où est-ce qu'il allait m'amener. Et quand j'ai vu la route, tout de suite, je lui ai dit non, pas cette route. La route en question, c'est cette départementale 9 au nord de Goussainville. Et si Émilie est effrayée par cette route, c'est pour une raison simple. Une amie de mon frère que je connaissais très bien depuis qu'elle était toute petite est décédée donc, sur cette route. Elle avait peur de cette route, elle ne voulait pas prendre cette route. Ça faisait 2 ans qu'il ne la prenait plus, en tout cas en ma présence. Il était au courant. Habituellement, il respectait ce refus. Donc ça relance une interrogation pour les gendarmes. Si Joanne savait que sa compagne ne souhaitait pas prendre cette départementale, pourquoi l'a-t-il pris ce soir-là? Selon Émilie, alors qu'elle est sur cette route maudite, elle se rend compte que Joanne semble se diriger volontairement vers un arbre. En fait, je vois l'arbre qui est arrivé sur la voiture. En fait, c'est la voiture qui est arrivée sur l'arbre. Et elle se souvient aussi que quand elle a essayé de sortir du véhicule, en essayant d'ouvrir la portière avant droite, elle a eu du mal à l'ouvrir, ça elle s'en souvient. En fait, j'étais focalisée sur la poignée, je faisais attention à rien d'autre. Je ne sais même pas ce qu'il faisait lui à côté. À aucun moment, je me suis retournée vers lui, même ne serait-ce pour savoir comment il allait. Enfin, pour moi, il fallait que je sorte et que je fuis. Toujours selon Émilie, ce n'est qu'une fois sortie du véhicule qu'elle remarque qu'elle est en feu. Tout de suite, j'essaye d'éteindre, je vois que ça prend les cheveux, enfin, je sens que ça prend au niveau des cheveux. Je cours, je traverse la route et puis après, je me suis débattue pendant un bon moment avec les flammes sur le côté opposé de la route.
Puis au moment où elle s'est écroulée, pensant que c'était fini, qu'elle allait mourir d'épuisement, elle était fatiguée, et elle se souvient qu'elle avait pratiquement plus de flamme. Le feu est éteint. Seulement pour Émilie, le calvaire est loin d'être terminé. Émilie est persuadée que son compagnon Johan a volontairement foncé dans l'arbre. Mais ce n'est pas tout. Quand je suis au sol, je sens qu'on m'entoure la tête, uniquement la tête en fin de compte, et qu'on appuie sur mon visage. Je ne pouvais plus respirer, là, je suffoquais. Là, je me suis dit, non mais là, c'est pas fini en fait, il m'achève. Contrairement aux déclarations de Johan, qui affirme avoir essayé d'éteindre les flammes avec son blouson, Émilie révèle que le jeune homme aurait en fait essayé de la tuer. Au terme de sa déposition, la jeune femme porte plainte pour tentative d'assassinat contre son ex-fiancé. La guerre entre les deux anciens amoureux est alors déclarée. La plainte d'Émilie fait basculer l'affaire. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Les gendarmes vérifient les déclarations d'Émilie et auditionnent les proches de la jeune femme. Tous dressent le portrait d'un ex-fiancé jaloux et possessif, à commencer par Héloïse, une ancienne collègue d'Émilie. Il la surveille tout le temps parce qu'il venait aussi dans le magasin quand elle travaillait. Il faisait des allers-retours, mais des fois pendant toute une journée entière. Il passait devant sa caisse, il l'appelait tout le temps, c'était ingérable. Toujours peur, je suis en train de la surveiller, toujours peur qu'elle le trompe. Il me l'avait même demandé, carrément ouvertement d'ailleurs. Et un jour, il m'a dit, mais vous pensez qu'Émilie, il n'y a pas de problème, vous ne pensez pas qu'elle m'a trompé, quoi. Carrément, il me le demandait carrément. D'ailleurs, Émilie ne cachait pas son angoisse. Elle ne savait plus du tout comment faire, elle ne savait plus du tout comment s'en sortir. C'était l'angoisse. Le soir, quand on terminait, il venait la chercher. Elle n'avait pas envie de le voir. C'était particulier. Il était jaloux, mais pas plus ni moins que quelqu'un d'amoureux. Ces éléments sont devenus des éléments très suspects qui alimentent une accusation qui n'a aucun sens. Jaloux ou pas, en tout cas les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir un autre élément à charge contre le compagnon. Et c'est l'examen de la téléphonie qui va leur révéler. La veille des faits, les enquêteurs s'aperçoivent que le téléphone du jeune homme borne à un endroit inhabituel. La veille de l'accident, Johan se trouve à côté de la gare de Goussainville. Et ce qui intrigue les gendarmes, c'est que ce matin-là, Émilie devait justement retrouver son nouveau petit ami pour prendre son train avec lui. J'arrive à la gare, comme tous les jours où j'avais cours. Et il était là, et en fait, quand on s'est vu, quand on s'est embrassé sur le quai. Si Johan était à quelques mètres d'Émilie, est-il possible qu'il ait aperçu ce baiser? Les gendarmes se rendent à la gare pour vérifier si le quai est visible depuis la rue. Ils vont s'apercevoir que c'est une place de choix, c'est une place idéale pour guetter et pour voir ce qui se passe. Et comme son téléphone a borné, au moment où les deux amants se rencontraient, les gendarmes en déduisent tout à fait logiquement que la veille de l'accident, Johan se trouvait près de la gare et aurait pu très bien observer le fait que Émilie le trompe. Et ça, c'est un mobile d'assassinat. Alors, Johan a-t-il surpris Émilie à la gare? La jalousie l'aurait-elle rendu fou?
Les enquêteurs en sont maintenant persuadés, mais il leur manque une preuve, et celle-ci ne va pas tarder à arriver. Six mois après l'accident, un nouvel expert est dépêché à la casse où est entreposée la voiture calcinée. Et il va faire une découverte pour le moins accablante. L'expert incendie reprend les examens sur la carcasse du véhicule. Et là, bingo, c'est génial. Sous le siège du conducteur, il trouve des résidus d'une bouteille plastique d'alcool à brûler. Pour les gendarmes, la présence de cette bouteille sous le siège conducteur prouverait que Johan s'en serait servi intentionnellement. Et d'ailleurs, voici, selon eux, ce qu'ils imaginent. Après le choc, Émilie est, je veux dire, un petit peu sonnée. À ce moment-là, elle essaie, elle, d'ouvrir la portière. C'est-à-dire qu'elle offre son dos au conducteur. Et pour les enquêteurs, Johan aurait profité de ce laps de temps de quelques secondes pour arroser son ami avec la fameuse bouteille d'alcool. Puis, il aurait lui-même embrasé sa compagne. Une fois qu'Émilie est sortie à brûler, Johan reprend à ce moment-là sa bouteille dont le contenu est vide et la glisse à ce moment-là à ses pieds. Et c'est là qu'on a retrouvé la fameuse bouteille un peu carbonisée. Ce scénario paraît d'autant plus crédible qu'il colle parfaitement aux expertises médicales. C'est au moment où elle sort qu'elle s'enflamme. Donc c'est ça qui est décrit par Émilie et qui correspond à aux blessures qu'elle a eues, qui sont de vraies coulures. Désormais, les gendarmes ont un mobile et ce qu'ils pensent être l'arme du crime. Le 7 janvier 2009, Johan est interpellé et placé en garde à vue. Mais face aux enquêteurs, le jeune homme ne va pas se démonter. D'abord, Johan jure que tout allait bien avec Émilie. Elle n'a jamais essayé de me quitter. Elle va dire à plusieurs reprises qu'elle a essayé de me quitter, mais que j'étais suicidaire. J'ai jamais fait de chantage affectif, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Quant à sa présence à la gare de Goussainville, s'il reconnaît y être passé ce jour-là, il jure n'avoir rien vu, ni Émilie, ni son amant. Je vais dire tout ce que j'ai toujours dit, que j'ai pas vu Émilie sur le quai de la gare embrasser un autre homme, puisque si ça aurait été le cas, je lui en aurais forcément parlé le soir même où on a passé toute la soirée ensemble. Cet élément s'écroule totalement, une bonne fois pour toutes, à partir du moment où Johan n'a jamais dit « Je t'ai vu avec quelqu'un, explique-moi ». Enfin, concernant le détour sur la départementale 9, voici comment le jeune homme l'explique. Tout simplement. Elle n'avait pas peur de cette route, on y passait. Elle n'aimait pas y passer plus que ça, mais quand on y passait, on n'y prêtait plus attention. Et je vois pas le mal, vous voyez, j'ai pas vu le mal. Johan a réponse à tout, mais les enquêteurs pensent qu'il n'est pas sincère. Alors pour le faire craquer, ils abattent leur dernière carte, la fameuse bouteille d'alcool à brûler, retrouvée calcinée sous le siège du conducteur. Ils me disent qu'ils ont retrouvé une bouteille sur mon siège. Du coup, si une bouteille est retrouvée sous mon siège, c'est qu'elle n'est pas partie du côté d'Émilie, mais qu'elle était de mon côté. Et si elle est de mon côté, c'est que je m'en suis servi. Il vous dit, limite, avouez, dites-nous. Et moi, je savais juste dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Malgré les dénégations de Johan, au terme de sa garde à vue, le jeune homme est mis en examen pour tentative d'assassinat et il est incarcéré à la maison d'arrêt de l'Isle-Adam. L'enquête semble être définitivement bouclée. Mais un ultime rebondissement va tout remettre en cause. Un élément matériel qui met à mal le scénario des gendarmes. Juin 2009,
Johan est incarcéré depuis maintenant 6 mois, lorsque son avocat démontre que la bouteille d'alcool à brûler retrouvée dans l'épave ne correspond pas à celle achetée par Johan au supermarché. Incroyable. Je me rappelle de cet instant, l'instant précis où je me suis aperçu qu'il y avait un élément qui était totalement hors du commun et un élément qui ne se voit pratiquement jamais dans un dossier. C'est que l'une des pièces de l'accusation sur laquelle le fondement de la mise en détention de Johan a eu lieu, cette pièce-là était visiblement rapportée, c'est-à-dire une pièce qui était fausse et qui l'accusait. Cette bouteille qui se trouvait au pied du siège du conducteur, elle ne peut pas être là. Lorsque cette voiture a brûlé, on atteint 1200, 1400 degrés. On trouve pratiquement rien, tellement la chaleur et le feu ont détruit tout ce qu'il y avait. Elle a résisté à 1200 degrés. C'est incroyable. Elle est censée contenir un produit hautement inflammable. Quand les gendarmes et les pompiers sont intervenus dans le véhicule qui est calciné, eux, la fameuse bouteille là, ils ne la trouvent pas. Et puis il y a un élément indiscutable qui ne colle pas. La bouteille achetée par Johan le soir de l'accident aurait été une bouteille munie d'un bouchon vert. La bouteille d'alcool à brûler, d'après le travail qu'a fait la défense, aurait un bouchon de couleur verte. D'accord? Et la bouteille qu'on a retrouvée dans cette fameuse casse qui aurait servi soi-disant à être l'arme du crime, ça peut pas être celle-là, parce que celle-là, elle a un bouchon de couleur rouge. Rouge, vert, pas possible. Alors d'où vient cette bouteille trouvée sous le siège de Johan? Mystère. En attendant, l'avocat de Johan porte plainte contre X pour falsification de preuves. Le jeune homme est immédiatement libéré. Et la défense va plus loin. Elle ordonne une série de contre-expertises. Objectif, prouver que ce qui s'est passé le 9 novembre 2007 était bel et bien un accident. Le problème de cette affaire, c'est qu'on réfléchit 2 jours. C'est-à-dire qu'on imagine la voiture aller sur l'arbre. Dans l'esprit de tout le monde, c'est la journée. Or, c'est la nuit, on n'y voit rien. Et donc, on a fait faire un constat d'huissier. Je voulais que la justice se remette dans les mêmes conditions de nuit, sans lune, sans éclairage public. Je voulais tout simplement qu'ils se remettent dans les mêmes conditions et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. L'huissier, qu'est-ce qu'il dit? Je me rends en novembre par une nuit sans lune sur les lieux de l'accident, on n'y voit rien. Je ne peux même pas voir les arbres qui sont en face. Je ne vois juste que les accotements, à peine. Comment je peux vous viser quelque chose que je ne vois pas? En plus, je ne regardais pas dans la direction de là, je regardais dans la direction de la route. Cette fois, les explications de Johan semblent crédibles. Et pour prouver qu'il dit vrai et que le scénario de l'accident est possible, la défense du jeune homme va faire appel à un homme. Le voici, Jean-Yves Forêt-Bruno, expert accidentologue. Et voici selon lui comment les faits se seraient déroulés. Lors du choc, la voiture de Johan a pivoté et la bouteille d'alcool à brûler posée sur le siège arrière a été projetée en avant. Quand c'est un choc plutôt à gauche, la voiture va pivoter à droite. Donc pendant cette phase de pivotement, la bouteille continue sa trajectoire et va donc taper plus vers la droite au niveau du tableau de bord. Et pour un angle de 10 degrés, il va taper près de 15 cm à droite. Ce serait donc le choc qui aurait dévié la trajectoire de la bouteille d'alcool à brûler du côté d'Émilie. Elle arrive à 40 à l'heure sur la tablette de bord. Lors d'un choc, ça a été prouvé par les constats d'huissier, quand la bouteille tombe, elle s'ouvre sur une dizaine de centimètres. Et donc penché en avant de 30 degrés par exemple, on se retrouve avec de l'alcool qui va venir au niveau de la tête et puis au niveau du dos, ce qui peut expliquer effectivement les brûlures qu'elle a eues principalement au niveau du dos.
Pour la défense, le scénario est limpide. Johan aurait bien vu une masse sombre ce soir-là, un animal attiré par les sacs de viscères trouvés sur le bord de la route. En essayant de l'éviter, il va alors percuter un arbre. La bouteille placée à l'arrière est projetée sur le tableau de bord et se fend, libérant ainsi son contenu sur la passagère. Dans un milieu confiné, s'il y a des produits inflammables qui se répandent, ça crée une atmosphère explosive. Est-ce que c'est un briquet? Est-ce que c'est un portable? Est-ce que c'est de l'électricité statique qui s'est déchargée au moment où elle a touché la portière et elle aurait donc déclenché l'inflammation de vapeur d'alcool? C'est parti comme ça. Pour Johan, toute cette histoire n'est en réalité qu'un malheureux concours de circonstances. Et c'est cette théorie qui va finalement convaincre le dernier juge d'instruction en charge du dossier. Le 5 janvier 2017, au terme de 10 ans d'instruction, la défense de Johan remporte une première bataille. Le juge d'instruction saisi de l'affaire ordonne un non-lieu. Il n'y a pas de certitude, de preuve qui démontre qu'on peut dire aujourd'hui, après une décennie, voici comment Johan a fait pour la magistrate qui a refait toute l'enquête. Il n'y a pas de preuve de charge grave et concordante suffisante pour accuser Johan d'avoir tenté d'assassiner Émilie, sa petite amie. Seulement voilà, au lendemain de cette décision, le parquet décide de faire appel. Pour le procureur, le scénario de Johan ne tient pas. Trop de coïncidences entourent cet accident. Quelque part, il n'a vraiment pas de chance. Il y a un espèce de concours de circonstances qui fait que, paf, ça tombe sur lui. On découvre qu'il est jaloux, on découvre qu'il épie Émilie, on découvre qu'il a un accident sur une route qu'il ne doit pas emprunter, pas de bol, et il emprunte cette route, qu'il percute un arbre, que la bouteille d'alcool à brûler aurait, par une espèce de saut serait tombée sur Émilie. Il n'a vraiment pas de chance, à moins que ça soit la théorie du complot. Alors, ce drame est-il un malheureux concours de circonstances? Ou est-ce au contraire une tentative d'assassinat? La justice devrait trancher dans les mois qui viennent cette question. En attendant le procès, Émilie, elle, tente de se reconstruire. Elle a une force, elle veut vraiment vivre. Elle nous a dit, avec tout ce qu'ils ont fait pour me sauver, si c'est pour m'enfermer, si c'est pour pas vivre, ça sert à rien. Aujourd'hui, je me dis, j'ai réussi à combattre les brûlures, parce que bon, les cicatrices, elles sont là, elles seront toujours là. Mais quelque part, j'ai quand même réussi à les combattre en réussissant une vie sociale, une vie professionnelle, enfin, mes études. Et puis, en ayant trouvé quelque part une force que j'avais pas à ce moment-là, enfin, à l'époque. Le procès de l'affaire Émilie Godest est prévu en 2019 devant la cour d'assises de Pontoise.